Bienvenue à toutes et à tous sur Pourquoi les Espagnols sont comme ça, le podcast qui en moins de 10 minutes vous apporte un peu de culture générale sur l'histoire de l'Espagne. Dans le précédent podcast, je vous avais présenté la deuxième partie sur les Visigoths. Et je m'étais arrêtée au moment où Sisebuto est nommé roi et reprend la quasi-totalité du territoire lors de son règne. Dans ce 11e épisode, je vais vous présenter la troisième et dernière partie sur les Visigoths. On constate que la population citadine quitte les grandes villes pour se déplacer vers des villes plus petites, voire même dans des villages, car dans ces lieux règne l'autoconsommation et se développent des liens de codépendance. La société wisigothe tourne autour de l'agriculture et l'élevage. L'esclavage était monnaie courante, cependant elle ne se dédiait pas au travail de la terre. Ceci était plutôt la tâche d'une autre catégorie sociale appelée colonos. Pour faire simple, dans les villas, s'établissent des contrats appelés colonna paritaires, qui consistent à louer un morceau de terre à un agriculteur appelé colono, en échange d'un partage de ses récoltes avec le propriétaire. Comme l'autoconsommation se développe, le commerce diminue, ce qui entraîne une circulation de la monnaie beaucoup plus faible. L'unique important commerce était celui des produits de luxe provenant de la Méditerranée et gérés par des marchands internationaux. Les rois étaient élus non seulement par la noblesse la plus puissante, mais également par les évêques. Ainsi, le roi doit sa légitimité à Dieu, ce qui va lui conférer un caractère sacré. De plus, il était conseillé par un conseil formé de nobles appelé Aula Regia. Tout ceci était le concept de la succession royale, mais la réalité est tout autre, car les pratiques les plus courantes étaient plutôt l'usurpation, les assassinats ou les rébellions. On constate que depuis la conversion de Recaredo au christianisme, l'Église prend de plus en plus de pouvoir. Car par exemple, le roi convoque le Concile de Tolède, qui est une assemblée régie par le plus âgé des archevêques. C'est lors de ces conciles que sont décidées les normes pour l'élection des rois, les condamnations des rebelles, voire la persécution des Juifs. La relation avec les Visigoths et les Juifs a toujours été très tendue, malgré un début relativement calme. La conversion des Visigoths a mené à une majeure discrimination contre les Juifs, les poussant à se convertir de plus en plus. Parmi les monarques les plus durs envers cette communauté, on retrouve Sisebuto et Egica, qui ont entre autres confisqué leurs propriétés, accusés d'orchestrer des complots contre la couronne et soumis au devoir de réparation économique sans motif. Pour en revenir à Sisebuto, lui et son fils décèdent dans de mystérieuses circonstances en 621 à Tolède, ce qui amène certains à spéculer qu'ils furent tous les deux empoisonnés. C'est donc le général Suintila qui sera élu pour prendre la place sur le trône, et il y restera pendant près de 10 ans. Certains historiens affirment que c'est lui qui aurait orchestré les assassinats avec le soutien des Juifs du royaume, car étrangement sous son règne, ils retournèrent au judaïsme. Suintila mène principalement une campagne contre les Byzantins, en détruisant Cartagena et en envahissant la ville de Cadiz, Palencia et Algarve. Les Byzantins n'ont pas d'autre choix que de se replier vers les Baléares et Septème, l'actuelle ville de Ceuta. De plus, Suintila attise la colère des nobles Visigoths, car il confisque les biens de l'église nicéenne et tente d'imposer son fils sur le trône. Les nobles vont le chasser du trône grâce à l'aide de Sisenando et le roi des Francs, Dagobert. Même s'il fut élu roi par son armée, Sisenando ne sera reconnu officiellement que 2 ans plus tard lors du concile de Tolède, où il sera désormais décidé que non seulement le roi serait élu par une assemblée de nobles, mais également par des représentants de l'Église. Lors de son règne, il doit faire face à diverses rébellions, en particulier dans la zone de Bética, et réussit à maîtriser les rebelles grâce à l'armée de Dagobert. Il convoque le concile de Tolède pour établir une série de lois civiles et ecclésiastiques afin d'avoir plus de pouvoir, plus de sécurité, ainsi que de stabilité dans le royaume. Par rapport à la communauté juive, les peines s'endurcissent de nouveau et s'étendent les interdictions. Le roi Sisenando meurt à Tolède en 636, au bout de 5 ans de règne.
Parmi les rois wisigoths les plus importants, on retrouve Cindasbinto. C'était un ancien militaire basque de 79 ans qui s'était soulevé contre le roi Tulga pour lui prendre le pouvoir. Il se fait élire par les nobles et oindre en 642. Grâce à son fort caractère, il réussit à imposer son autorité auprès du clerc et des nobles, en exécutant 200 des familles les plus nobles et 500 des familles de rang inférieur, en plus d'ordonner l'exil et confisquer leurs biens. Du côté du clerc, il avait limité leur pouvoir à l'accueil des délinquants au sein des églises. Il met fin à certains privilèges et nomme personnellement les évêques. Il réussit à étouffer toute opposition, laissant ainsi un règne ordonné et tranquille, ce qui lui permet d'instaurer cette fois une monarchie héréditaire. Il place son fils comme co-gouverneur jusqu'à sa mort en 648. Malgré sa dureté, il est reconnu par l'Église comme grand bienfaiteur du fait de ses grands dons de terre et de privilèges. Il réussit à assainir les finances publiques, en grande partie par la confiscation des biens des rebelles. Il a promulgué une multitude de lois, que ce soit au niveau politique, social et économique. À la fin de son règne, la situation dans le pays devenait de plus en plus conflictive, car les nobles qui s'étaient vus confisquer leurs terres et le clerc qui n'avait plus de privilèges étaient très rancuniers. Son fils Recesbinto le succède pendant 19 ans, entre 653 et 672. Il adopte une politique radicalement différente à son père, plus dure envers les juifs et plus clémente avec l'église et la noblesse, ce qui résout en partie les problèmes causés par son père. Il réussit à unifier la politique et le social lors de son règne, lorsqu'il promut de son Código de Recesbinto, qui établit un droit unitaire et égalitaire pour tous les sujets du royaume. Il dicte des mesures pour empêcher que le trésor royal augmente aux dépens des citoyens. Alors que sous le règne de son père, les lois anti-juives étaient suspendues, Recesbinto reprend ses lois en forçant l'exil des non-convertis. De manière générale, il a utilisé toutes les forces de l'État pour éliminer le judaïsme d'Espagne. Avant de mourir en 672, il nomme Wamba comme successeur, et ce contre sa volonté. Wamba fut le dernier roi à avoir donné la splendeur aux Wisigoths, car lorsqu'il meurt, commence la décadence du règne des Wisigoths. Tout au long de son règne, il doit étouffer des luttes internes entre la monarchie et les nobles, catholiques contre ariens, hispano-romanos contre les Wisigoths. De plus, une série de rébellions se sont succédées dans le nord d'Hispania, et à partir de 672, il doit se confronter à un nouveau peuple qui tente de pénétrer la péninsule par Algésiras, l'invasion des musulmans. En vue de toutes les rébellions des nobles, à la fin des guerres, il proclame une loi qui oblige les nobles et les religieux de rentrer dans les troupes en cas d'invasion ou de rébellion, sous peine d'exil ou de confiscation des biens. Il convoque le concile de Tolède, où seront dictées des lois pour corriger les abus et les vices des ecclésiastiques. À la fin de sa vie, Wamba se retire dans un monastère où il mourut en 688. Je vous remercie à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode qui portera sur la décadence des Wisigoths.